Madame Dablesi, bonjour. Vous êtes, je vous présente quand même, vous êtes experte en intelligence artificielle, chercheuse associée au laboratoire L'Humain, Université Paul Valéry Montpellier. Vous êtes également fondatrice de Evalir, Evalir pour évaluation, innovation, recherche, qui est basée à Sarlat, en Dordogne. Evalir, qui est une entreprise spécialisée dans les questions d'IA et de management, de travailler notamment avec les collectivités, aussi avec l'éducation nationale. Pouviez-vous expliquer vous travaillez sur les usages de l'IA, de l'impact de l'IA sur les métiers et sur les processus. Et dans votre actualité, vous êtes sollicité, je crois, par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale à propos de l'impact de l'IA sur les métiers à court, à moyen, à long terme. Et dans le cadre de cette audition, de cette sollicitation de l'Assemblée nationale, vous êtes amené à auditer les collectivités. Absolument, voilà. absolument. Et merci pour cette présentation. Alors là, voilà, l'intérêt de... Trois choses à dire. Oui, tout à fait. Donc l'intérêt de votre intervention là ce matin, c'est de faire un panorama de vos recherches. Alors je crois que nous proposez une intervention D'abord, on va échanger 45 minutes, Marianne et moi-même. Et puis, on ne vous oublie pas quand même, vous pourrez aussi poser vos questions, parce qu'après tout, c'est votre journée. Et je pense que c'est un thème qui vous questionne évidemment au quotidien. Vous avez plein de questions aussi. Donc, au moins 20 minutes, une demi-heure de vos questions dans la salle. Je ferai passer le micro. Donc, vous avez attendez 2 secondes, voilà, parce que je me perds sinon dans mes fiches. Vous avez 3 blocs, je crois, d'intervention, 3 blocs thématiques. Les usages de l'IA dans les collectivités, l'impact de l'IA sur les processus de travail, c'est le deuxième thème, et le troisième, l'impact de l'IA sur l'emploi et les compétences. Le président Frédéric Roy en parlait dans son introduction. Quel est le but? Donc, je refais première partie, les usages de l'IA dans les collectivités, un premier bloc d'un quart d'heure. Quel est le but de l'IA pour les grosses collectivités, mais aussi pour les petites? On a eu un exemple ce matin dans une petite collectivité, celle du président Roy, où il y a un courrier qui a pu partir en des temps records. C'est un exemple concret, mais on vous laisse nous aider à prendre de la hauteur sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci Isère pour cette introduction. Vous m'entendez bien? Oui. Oui? Bon. Merci aussi à Christophe Bourdel de m'avoir invité. Donc cette invitation est passée en fait par le canal aussi de l'université, puisque François Péréa, qui est élu, est également chercheur à l'université Paul Valéry. Et c'est ainsi que nous avons été mis en contact, et notamment aussi parce que j'ai été effectivement sollicitée par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale pour faire un panorama de l'influence de l'IA sur les métiers à court, moyen et long terme. Alors, pourquoi est-ce que je suis chercheuse associée au laboratoire L'Humain? Donc, je vais faire juste un tout petit pas de côté, une petite digression. L'Humain, c'est un laboratoire qui s'est créé il y a quelques années et qui est à la convergence des technologies, du langage et une approche par les usages. C'est un laboratoire qui s'est créé d'abord avec le laboratoire de sciences du langage. Et là, ça me parle parce que dans mon historique personnel, j'ai d'abord été chercheuse en traitement automatique des langues et en réseau sémantique. Donc tout ce qui fait sens, en fait, m'intéresse. Et d'autre part, ce laboratoire s'est créé à la suite, je dirais, d'une association qui a été créée entre le laboratoire et Edgar Morin, qui était à Montpellier, et qui a donc Edgar Morin, ce qui signifie une approche par la complexité, la recherche de sens et le systémique. Donc voilà, ça c'est juste quelques mots d'introduction. On reviendra sur différents sujets, mais tout à l'heure on a évoqué l'histoire de ce courrier ChatGPT qui était adressé au préfet. Alors, bien sûr, effectivement, ChatGPT est capable de faire toutes sortes de choses, mais ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène, en bon français, du shadow AI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui est utilisée par les agents, par les personnes,
parce que leur collectivité, parce que leur environnement de travail ne s'en est pas encore saisi. Et donc, c'est D'ailleurs, la preuve. dans l'exemple de M. Roy, elle s'excusait. Parce que C'est ça, tout à fait. Elle n'osait pas le dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui était mis en place dans les collectivités. On est déjà au cœur du sujet, presque. C'est ça, c'est-à-dire que en fait, c'est le syndrome d'avoir l'impression de tricher, en fait. Comme les enfants à l'école qui vont avoir leur téléphone portable ou des papiers sous la table et qui trichent pendant les examens. Or, c'est pas ça du tout. C'est en fait, je dirais que c'est une marque d'intelligence. C'est une marque d'intelligence d'avoir compris que ces systèmes-là nous permettent d'aller plus loin dans la connaissance. Mais pour ça, il faut en faire des compagnons, et puis il y a quelques règles à respecter. Des règles à respecter qui sont simples, qui sont des règles de vérification des sources, parce que ça, c'est le plus important, on en parlera tout à l'heure, d'esprit critique, et puis il faut savoir aussi que l'IA a ce qu'on appelle des hallucinations, c'est-à-dire qu'elle peut raconter des grosses bêtises. Donc, il faut absolument tout vérifier et puis savoir aussi que, on y reviendra, que quand vous utilisez ChatGPT, surtout sur un compte qui est sans abonnement, tout ce que vous écrivez va dans la collectivité. C'est-à-dire que, y compris les informations confidentielles qu'on pourrait mettre dans le courrier, et c'est là où c'est préoccupant, finalement sont divulguées sur les réseaux et renvoyées à d'autres utilisateurs de ChatGPT et certains s'en saisissent, bien évidemment. Donc, on est dans un contexte complètement mondialisé au niveau de l'information et au niveau de la connaissance. Et il faut être très prudent là-dessus. C'est pour ça que c'est important qu'aujourd'hui, les collectivités ne fassent plus l'autruche sur ces questions-là, en se disant « Ok, il y en a qui l'utilisent, mais nous, ça ne nous intéresse pas ». Parce que ça intéresse tout le monde et parce que c'est aussi une question de sécurité des données et de confidentialité. Donc effectivement, aujourd'hui, nous allons aborder la question des usages de l'IA, l'impact que l'IA a sur les processus de travail, parce que par exemple, quand vous parlez de chatbot en mairie, c'est plus la personne qui accueille qui répond, c'est le chatbot en première intention. Alors si justement c'est ça qui est important, la question de la première intention, c'est-à-dire que ça va être le premier contact. Après, ce qui va rester à l'agent d'accueil, c'est finalement un travail plus intéressant. On en reparlera. Les impacts sur l'emploi, les métiers ne vont pas disparaître en tant que tels, ils vont se transformer. Et pour cela, pour faire entrer l'IA dans une collectivité, il faut accompagner. Parce que vous avez certaines personnes, comme cette fameuse secrétaire de mairie, qui vont l'utiliser naturellement parce que c'est une chose qui les intéresse, et d'autres qui vont en avoir peur. Et il y a un grand nombre de personnes qui ont peur de se lancer dans ces technologies ou qui ne veulent pas en entendre parler. Et ces gens-là, il faut les accompagner, parce que sinon, ils auront l'impression qu'on leur vole leur travail, ils auront l'impression qu'on va finalement faire ça dans leur dos. Donc, il y a tout un accompagnement au changement qui est essentiel et sans lequel ça ne peut pas réussir. Une transition de l'intelligence artificielle ne peut réussir que s'il y a accompagnement. Et quand on parle d'intelligence artificielle, il faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'intelligence artificielle, comme il n'y a rien d'intelligent, il n'y a rien d'artificiel. Bon, on laisse cette parole à Jacques Attali. C'est pas vrai. Les systèmes sont intelligents dans la mesure où ils font appel à la langue. Ils font appel au langage naturel. Donc, cette intelligence, elle vient d'où ? Moi, je peux vous dire que la génération automatique de texte, j'y ai travaillé, je travaillais aussi chez Thomson en génération automatique de texte. À l'époque, ça servait à faire des bulletins météo avec des phrases toutes faites. On en est très très loin. Parce que la puissance de calcul a considérablement augmenté, parce que les corpus que peut intégrer une machine aujourd'hui sont absolument énormes, et du coup, ça permet d'aller interroger un existant et de mettre dessus une couche de traitement. Et cette couche de traitement, c'est ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Donc vous avez ce qu'on appelle des LLM, Large Language Models, ça c'est en anglais, parce que bon, ce sont eux qui sont à la source de ces modèles-là.
mais ça existe aussi en France. On a maintenant la société Mistral AI qui fait le chat, qui est une très bonne interface, qui n'a pas encore atteint la qualité de ChatGPT, mais ça, c'est justement une question d'utilisation et de nombre d'utilisateurs. Donc, je vous invite à utiliser le chat. Et de souveraineté. Voilà. Oui. De souveraineté aussi. C'est ça, et de souveraineté, absolument. Oh. On en parlera. On va parler de l'IA-Act tout à l'heure, on va parler du cadre réglementaire. Donc, le chat va garder vos conversations confidentielles, ça, c'est pas mal. Et si vous êtes... alors, je ne suis pas en train de faire de la pub, mais si vous êtes abonné Free en téléphone portable, vous avez droit à 1 an d'abonnement professionnel gratuit, donc profitez-en. Voilà. Et donc, ces systèmes sont intelligents parce que au milieu, vous avez ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Donc, au départ, c'était des machines de Turing, je vous passe les détails, mais ce sont des réseaux qui, en fait, fonctionnent pas à l'identique, mais en similarité avec les neurones humains. Autrement dit, quand vous entrez une requête dans ChatGPT ou dans Copilot ou dans Mistral, vous entrez une requête, ça va être traité d'abord de façon statistique par le modèle de langage, ensuite ça va filer à l'intérieur du réseau de neurones et ça va vous produire une réponse. Et les chercheurs, aujourd'hui, tels qu'ils soient, y compris aux États-Unis, les plus pointus, sont incapables de faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'ils savent quelle requête ils rentrent, ils constatent le résultat, mais ils ne sont plus capables de remonter l'information dans le réseau de neurones. Donc il se passe bien quelque chose. Et ça va. Et maintenant qu'on va on intègre progressivement dans ces couches d'intelligence artificielle, on intègre des vecteurs émotionnels qui vont mimer les émotions humaines. On ira encore plus loin. Donc ça peut effrayer, et il y a à juste raison, mais surtout, il faut apprendre à se l'approprier. Et on ne parle pas d'intelligence artificielle, mais de système d'intelligence artificielle, parce qu'il y a différents systèmes. Vous avez un système, par exemple, qui va gérer les pannes et les problèmes d'approvisionnement en eau dans une collectivité n'est pas le même que celui qu'on va utiliser pour écrire au préfet. Par contre, il y a combinaison de systèmes. Donc, ce sont des systèmes d'intelligence artificielle. Et celui qui nous intéresse en particulier, c'est ce qu'on appelle, mais pas seulement, l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire les intelligences artificielles de type ChatGPT. Maintenant, on va revenir aux différents sujets de la conférence. Ouais. Merci. Donc, c'est ce balayage un peu, on pourra en parler des heures évidemment, sur nos amis des collectivités ici réunies là ce matin. Le but donc de l'IA pour les grosses, des petites collectivités, et puis comment doivent-elles s'en saisir. Enfin, le but, c'est comment doivent-elles s'en saisir. Tout à fait. C'est un peu les deux questions simples pour cette première partie sur les usages de l'IA dans les collectivités. Donc vous voyez la petite phrase là, loin de la science-fiction, parce qu'on a l'impression, on dit que dans la science-fiction aujourd'hui, l'IA est déjà parmi nous, discrètement mais sûrement. Discrètement, avec le Shadow AI, avec des gens comme cette secrétaire qui écrit au préfet, mais sûrement parce que c'est en train de conquérir des parts de marché absolument énormes, et notamment les jeunes s'en sont énormément saisis, ils font leur devoir avec, obtiennent des 18/20 sans jamais rien lire. Et ça, c'est très, très embêtant parce qu'ils n'apprennent pas la connaissance, ils n'apprennent pas à connaître, ils n'apprennent pas à découvrir. Et ça, c'est aussi des choses qu'on peut leur apprendre. D'ailleurs, chez nous, on a fait une plateforme pour les jeunes qui... Après, dans les collectivités. Juste rapidement pour les jeunes, mais après, grosse attention sur les collectivités. Il se passe la même chose, en fait. Ouais. On leur apprend à développer l'esprit critique, en réalité. Bien sûr, évidemment. Donc, l'intelligence artificielle dans les collectivités, vous avez l'accueil et la relation citoyenne. Donc, les chatbots peuvent répondre à des demandes très simples. À quelle heure vous ouvrez, quelles sont les démarches, quels sont les suivis de dossiers aussi. Vous avez certainement déjà eu des appels de publicitaires. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui vous parle, en fait, c'est une machine. Et elle attend que vous lui répondiez. Et donc, quand vous avez compris, vous raccrochez immédiatement. Mais quand vous n'avez pas compris, vous avez l'impression de parler à quelqu'un. Et d'ailleurs, on va revenir à l'IA-Act tout à l'heure.
qui est le règlement européen sur l'intelligence artificielle, il va y avoir maintenant obligation d'indiquer que c'est un chatbot qui parle aux administrés et non pas une personne. C'est une obligation d'information, simplement pour que les gens sachent qu'ils sont affaire à une IA. Donc, les chatbots pour répondre aux demandes simples, ça, c'est en train d'entrer dans les collectivités, c'est en train d'entrer dans les pratiques des collectivités. Vous avez aussi des assistants virtuels qui vont guider les citoyens dans leur démarche administrative. Ça ne va plus être, si vous voulez connaître l'état de votre dossier, tapez 1, tapez 2, non, ça c'est fini. Maintenant, ça va être un vrai dialogue fluide dans ce qu'on appelle le langage naturel. Alors, juste pour rire, imaginez un agent d'accueil qui ne prend jamais sa pause café, c'est pratique, effectivement. Mais par contre, avoir quelqu'un en face, avoir un vrai sourire, avoir de l'humain, ça reste irremplaçable. Et c'est là-dessus, justement, aussi que vont sauver les métiers. Alors, l'intelligence artificielle dans les collectivités, ça sert à faire, par exemple, de la maintenance prédictive. C'est-à-dire que vous allez avoir des intelligences artificielles, des systèmes d'intelligence artificielle qui vont, avec des capteurs, pouvoir surveiller automatiquement les équipements publics, par exemple les chaudières, les éclairages, la distribution de l'eau. On va pouvoir automatiser tout ça pour prévenir les pannes, pour les constater et intervenir plus vite. Ensuite, en gestion interne, vous avez le classement automatique des documents administratifs. Et ça, c'est aussi une grosse évolution parce que ça va être un classement intelligent. Ça va être un classement pas juste en fonction de mots-clés, mais avec des thématiques, avec des associations d'idées et qui vont vous permettre d'établir des liens entre les différents documents pour faire sens, en fait, et pour que vous puissiez traiter plus vite un dossier. Et puis, il y a l'aide à la rédaction. Alors là, c'est ce dont on parlait. L'aide à la rédaction de comptes rendus, de rapports, de délibérations, ça peut aller très vite. Et puis, il y a les intelligences artificielles génératives, et ça, c'est très important de savoir, peuvent être adaptées à un contexte. Et plus vous parlez à votre IA quand vous avez un abonnement ou quand vous l'avez dans le contexte de votre travail, plus l'IA va s'adapter, en fait, automatiquement déjà, à qui vous êtes et aux thématiques que vous traitez. Mais on peut encore plus faire on peut encore forcer ceci en mettant en amont des thématiques qu'elle va traiter et en donnant les informations qui correspondent à une commune, qui correspondent à une communauté d'agglomération, de façon à ce que la rédaction soit encore plus automatique et encore plus pertinente. Mais dans tous les cas, il faut vérifier ce qu'elle dit. Il faut vérifier les sources. Ça, c'est l'essentiel. Vraiment, quand l'IA va vous dire « Ah oui, il se passe... effectivement, vous cherchez à savoir s'il existe de la maintenance prédictive dans une communauté d'agglomération en France », elle est capable de vous l'inventer. J'ai cherché un jour mon nom dans Mistral AI et je lui ai dit « Qui est Marianne Dabadi ?» Et Mistral AI m'a répondu « Marianne Dabadi est une auteure de livres pour un troc. » J'aurais pu avoir un homonyme. J'ai cherché, il n'y a pas de Marianne Dabadi qui soit auteure de livres pour enfants. Je lui ai dit « Non, Marianne Dabadi est une chercheuse en intelligence artificielle. » Ah oui, pardon, je me suis trompée, Marianne Dabadi est une chercheuse en intelligence artificielle et d'ailleurs elle est reliée à tel et tel laboratoire que je ne connaissais pas. Et il me donne des liens et les liens arrivaient sur des erreurs des erreurs 404 not found. C'est-à-dire que en fait, il avait inventé les liens. Donc il faut vraiment être extrêmement prudent. Et donc l'IA est aussi capable de vous faire des synthèses, c'est-à-dire des analyses de données qui vont vous permettre de prendre des décisions plus rapidement. Là, on est sur des corpus existants. Et donc l'IA, il va falloir la contraindre un petit peu. Mais ça, c'est pas, je dirais, c'est vous, en acébogeant, qui allez la contraindre un peu, mais il y a aussi des spécialistes qui vont, en amont, aider les communautés à
contraindre l'IA et finalement à lui donner un cadre qui permettra d'être un cadre fiable. Donc l'IA va vous servir à faire de l'analyse de données pour que vous puissiez plus rapidement prendre des décisions et alimenter finalement votre tableau de bord. Donc quels sont les métiers concernés par l'IA? Alors, la source, c'est l'étude INET-CNFPT qui va vous être présentée cet après-midi. Donc, je ne vais pas parler de cette étude, juste ce petit tableau. Par direction générale dans une commune type, la direction générale solidarité, vous voyez qu'elle va être très peu concernée par l'IA. Par contre, celles qui vont être en particulier concernées par l'IA, ça va être les ressources humaines pour les questions des formations, mais aussi pour la question des recrutements. Ça, on en parle très peu, mais les recrutements s'automatisent de plus en plus. Et ça, par contre, c'est une source d'inquiétude parce que, certes, ça sert à faire un premier tri, mais avoir une personne en face, on sent cette personne et on sait si cette personne va s'adapter au contexte dans lequel elle va être embauchée. Et là, avec l'IA, ça devient de complexe. Et puis, le secrétariat général et les directions de proximité sont des métiers concernés par l'IA. Et ça, on en reparlera. Et vous en parlerez cet après-midi lors de la table ronde à laquelle je vous convie à assister, qui sera très intéressante sur cette question-là. Voilà. Ensuite, on va parler de l'environnement juridique. J'espère que je ne suis pas trop longue, là. On est si on est toujours sur la première partie, vous avez... Ouais, bon, faudrait... normalement, il faut enchaîner sur la deuxième, mais allez-y quand même, j'ai un cadre juridique. Et puis après, il y aura donc l'impact de l'IA sur les processus de travail, hein, si j'ai saint votre trame. Allez-y. Donc le RGPD, vous connaissez tous. Vous connaissez tous, mais c'est un cadre très contraignant qui implique que les gens, les administrés en l'occurrence, donnent leur consentement pour que leurs données soient traitées, transparence dans l'utilisation, on minimise les packs de données personnelles collectées de façon à respecter les libertés individuelles et collectives. Ça, c'est un point essentiel parce que l'IA met en cause les libertés individuelles et collectives si on ne la restreint pas, si on ne la contrôle pas. Avec un droit d'accès et d'usage limité dans le temps et un droit à l'explication. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous avez collecté mes données? Pourquoi est-ce que l'IA a pris une décision, y compris dans le domaine juridique? Pourquoi est-ce que l'IA a pris une décision? Ou dans le domaine médical, vous avez des IA médicales aussi. Elle doit pouvoir être expliquée, cette décision. Donc, ça veut dire, le RGPD, déjà, c'est un cadre qui permet un certain respect des libertés. Mais vous avez maintenant l'IA Act, qui a été adopté par l'Union européenne en 2024, mais qui a fait l'objet d'un travail avec, je crois, une cinquantaine de spécialistes de façon transdisciplinaire, c'est-à-dire que vous avez eu des experts en droit, des experts en technologie, des experts en médical, et j'en passe, donc des mathématiciens qui ont travaillé ensemble pour étudier la façon dont les systèmes d'intelligence artificielle allaient impacter les libertés individuelles et collectives au sein de l'Union européenne. Et donc, il faut savoir que ce règlement européen sur l'IA s'applique à tous les pays de l'Union de façon unilatérale et ça embête beaucoup les Chinois et les Américains. Donc, l'IA Act va classer l'IA selon 4 niveaux de risque. Vous avez ce qu'on appelle le risque inacceptable. Il n'y a plus de micro? Si, voilà. Ça fonctionne. Voilà, bon. Le risque inacceptable avec des IA qui sont totalement interdites. Par exemple, la surveillance de masse en temps réel dans l'espace public. L'identification des visages dans l'espace public, ça c'est interdit. Et donc, par exemple, en Chine, j'avais un ami qui m'a raconté qu'en Chine, il circulait sur une autoroute et à partir du moment où il y a une roue qui franchit une ligne blanche, il reçoit immédiatement l'amende sur son téléphone portable. Et ça, c'est absolument interdit. Donc, l'IA Act va nous protéger de ce genre de choses. Vous avez ensuite les IA à risque élevé, donc les IA qui sont fortement encadrées, par exemple pour l'emploi public, pour l'accès aux droits sociaux.
Et vous avez un algorithme de la CAF qui catégorisait les fraudeurs, qui a été très controversé et qui maintenant va être interdit avec l'IA Act. Vous avez le risque limité avec les obligations d'information ou de transparence. Ça va être par exemple le chatbot de la mairie. Vous êtes en contact avec une intelligence artificielle, merci, vous pouvez finir vouloir lui répondre. Ce qui permettra aux gens de ne pas raccrocher en pensant que c'est du spam. Et vous avez les IA à risque minimal. Donc là, on va faire un zoom sur le niveau de risque. Le risque inacceptable va être interdit totalement, c'est-à-dire tout ce qui est notation sociale. On ne va pas vous dire, voilà, votre voisin, vous le notez à combien entre 0 et 10 ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous pose des problèmes de voisinage ? Est-ce que c'est quelqu'un de bonne moralité ? Ça, c'est strictement interdit. En Chine, ça se fait. Vous avez la reconnaissance des émotions des employés. Ça, c'est une chose qui peut se faire aussi par caméra, comme si vous étiez en visioconférence. Vous avez des IA qui sont capables de dire « Ah oui, tiens, celui-là, il est fatigué, il faudra peut-être voir un petit peu ce qui se passe chez lui. » Non, ça, c'est interdit, absolument interdit. La surveillance biométrique, la biométrie, ça va être la surveillance à partir de la reconnaissance du visage, par exemple, et la manipulation comportementale. Donc, l'IA peut manipuler les gens à partir de tous ces éléments, et ça, c'est totalement interdit dans les pays de l'Union. Donc, on est à l'abri de ça. Ensuite, vous avez le risque élevé qui nécessite un encadrement strict. Donc, l'IA intégrée dans des produits réglementés, comme les systèmes embarqués de véhicules. Par exemple, les véhicules autonomes en France sont limités, je crois, aujourd'hui au niveau 3, c'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez reprendre le contrôle de votre véhicule. Mais aux États-Unis, vous avez des voitures Tesla et des voitures Google surtout qui circulent en agglomération sans aucun conducteur. Donc, quand vous avez une vieille dame qui traverse la rue et à côté une femme avec une poussette, l'IA va, dans un cas extrême, être obligée de décider laquelle elle écrase. Donc ça, c'est quand même très embêtant. Donc, c'est pour ça qu'on y va tout doucement, en fait, dans l'Union européenne. Décider laquelle elle écrase en cas de dysfonctionnement du véhicule, on est d'accord. En cas de dysfonctionnement du véhicule, ou alors... Voilà, ils sont méchants, les ou alors de rétrécissement d'HEC, parce qu'il y a des travaux, et voilà. Peut-être faudra... Voilà. Si on ne veut pas exploser le temps, Madame Dabadi, oui. Je suis désolé, parce qu'après... Alors, non, mais c'est hyper intéressant, attention, et je pense que ça passionne la salle. C'est toujours pas facile d'être animateur dans ces cas-là, mais il y a les questions de la salle, je pense, qui seront nombreuses, et vous devez encore parler de l'impact sur les processus de travail, sur l'emploi et les compétences. Donc oui. Et il faudrait que, là, théoriquement, vous n'avez plus que 20-25 minutes, donc on est vraiment compris. On va accélérer. Oui, vous êtes d'accord ? Bon, allez. Vous poserez les questions que vous voulez après. Donc, l'IA déployée dans les domaines sensibles, éducation et justice, emploi, maintien de l'ordre, infrastructures critiques, services publics, entre autres. Ça, c'est des IA qui sont strictement encadrées. Et les IA à risque limité qui nécessitent une transparence, comme les chatbots, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les utilisateurs doivent être informés qu'ils interagissent avec une intelligence artificielle. Et évidemment, derrière, qu'est-ce qu'on a ? On a les GAFAM. Les GAFAM, ce sont les géants de l'Internet, les Google, Amazon, Microsoft, Facebook, etc. Donc, tous ces gens-là ne veulent pas de ce type de réglementation. Et comment est-ce que... Alors là, excusez-moi, je ferai encore un petit pas de côté parce que c'est important. Comment est-ce que finalement, on va les contraindre ? Parce que on peut compter sur leur bonne conscience, mais on a vu ce que ça donne avec Elon Musk. Donc, il n'y a plus de votre conscience. Donc, les juristes de l'Union européenne ont pris la décision d'encadrer l'IA avec des sanctions financières. Ça va être 2% du chiffre d'affaires mondial, ça va être 7% du chiffre d'affaires mondial. Là, ils commencent à réfléchir. Et c'est comme ça que ça marche, en fait. Ça ne marche pas à la carotte, ça marche au bâton. Et donc, voilà, la mise en application d'IA Act va avoir lieu sur plusieurs étapes. Donc, je vous dis ça parce que, en fait, j'ai aussi animé une conférence avec une juriste qui a travaillé sur ces questions au sein de l'Union européenne et qui nous a tout expliqué. La mise en application en plusieurs étapes. Depuis février 2025, interdiction totale
des IA à risque inacceptable. En août 2025, conformité obligatoire des fournisseurs d'IA générative. Donc, ils vont être obligés d'écrire que ce contenu a été généré par une intelligence artificielle. Ils vont peut-être nous mettre ce qu'on appelle des watermarks, c'est-à-dire des marques invisibles dans le texte qui vont prouver qu'une intelligence artificielle est intervenue. Il faut dire si on a collaboré avec elle ou pas, parce qu'il y a la question des droits d'auteur, ça c'est encore une autre question. Mais vous avez le droit d'auteur qui s'applique. S'il y a une collaboration, il faut garder les marques de la collaboration, c'est-à-dire l'échange avec l'intelligence artificielle. Ensuite, en août 2026, vous avez la mise en conformité des IA à haut risque et les sanctions qui vont être applicables. Donc les sanctions, c'est ce que je vous disais, des centaines de milliards d'amendes. Ça va peut-être renflouer les caisses de l'État. En août 2027, application complète aux IA à haut risque intégrés dans des produits réglementés. Voilà, ça c'est le zoom. Donc ça vous l'aurez, hein, je pense. Vous aurez ces éléments. Voilà, de quoi s'agit-il, à quoi ça sert, qui est pensé amener, les éléments pratiques, etc. Il faudrait vraiment qu'on passe sur l'impact de l'IA sur les processus de travail, puisque là, normalement, on devrait déjà presque passer aux questions de la salle. Alors, je sais qu'on a commencé avec du retard, mais il faudrait vraiment, et là, j'ai besoin de votre aide, qu'on fasse 10 minutes max sur les 2 derniers blocs. D'accord, Pariane, qui est quand même le temps de quelques questions de la salle. Après, il y a l'espace partenaire qui attend. Et j'ai besoin de l'aide un peu de chacun parce que je ne peux pas vous couper tout le temps, c'est un peu délicat pour moi. Donc 10 minutes sur l'impact de l'IA sur les processus de travail, je ne pourrais pas tout dire, mais il faut vraiment que la salle et nos amis dans la salle puissent poser des questions, c'est très important aussi. Voilà. Donc c'est à vous, allons-y. Sur les processus de travail, l'IA, ce n'est pas que des technologies, c'est aussi, ça impacte bien sûr aussi les processus métiers. Qu'est-ce qu'on fait des technologies? Donc on passe ça, les conséquences concrètes pour le public intermédiaire, vous les donnez par écrit. Si vous avez besoin d'explications, vous me passez un coup de fil et puis je vous en parlerai. Alors, impact de l'IA sur les processus de travail. Donc, l'IA ne fait pas que rajouter un outil, elle reconfigure nos modes de travail. Donc, vous avez la simplification et l'accélération des tâches. Bon, ça, on en a parlé. La simplification, pourquoi ? Parce que l'IA va vous écrire un courrier automatiquement. Elle ne va pas vous l'écrire simplement en appuyant sur un bouton. Hein, c'est vous qui allez lui dire « Je veux que tu me dises ça, que tu me dises ça, que tu me dises ça, que tu me dises ça » et me le en forme de façon élégante. Donc ça marche très bien. Ça permet d'accélérer les tâches et ça permet aussi peut-être de mieux étreindre quand on embrasse beaucoup. Donc, traitement plus rapide des demandes. Donc, il y a moins de tâches répétitives. Ça, vous pouvez le dire à vos agents. Ça, c'est très important. Vous allez faire moins de tâches répétitives et vous allez finalement gagner en intérêt dans votre emploi. Donc, plus de temps pour l'accompagnement humain. Vous pourrez avoir en face la personne qui a un projet, qui a des soucis de logement, et puis l'accompagner réellement, l'expliquer, être un peu entré en comptation, être plus proche finalement des administrés. Moins de photocopies et plus de projets innovants. Ensuite, ça va reconfigurer un peu les rôles, c'est-à-dire qu'on passe d'une logique de traitement administratif, donc typiquement la gomme et le crayon, on en parlait tout à l'heure, à une logique d'accompagnement, de conseil et d'analyse. Et ça va nécessiter de la formation. Donc là, j'interpelle le CNFPT, je pense qu'il y a pas mal de formations sans doute à mettre en place dans tout ce qui est accompagnement, conseil, analyse, accueil, empathie. De nouveaux savoir-faire, donc interpréter les résultats d'une IA, accompagner les citoyens dans la compréhension de ces résultats. Pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle ne m'a pas accordé un logement ? C'est pas que l'intelligence artificielle, cher monsieur, c'est parce que votre revenu dépasse tel et tel plafond, parce que ceci, il faut savoir l'expliquer. L'impact sur les processus de travail. Donc, il y a l'accompagnement au changement. Les craintes sont normales. La peur de l'inconnu, la peur de perdre son emploi. Alors, un petit peu moins quand on est fonctionnaire, parce que l'enfant n'a pas envie d'être mis dans un tater non plus. Hein. Donc, les craintes sont normales. On a peur de l'inconnu. C'est l'inconnu. Alors, j'en parlais tout à l'heure. Et puis, voilà, c'est pour ça que c'est indispensable d'accompagner, de former, d'expliquer, de rassurer. Commencez par rassurer, par expliquer ce que ça va faire,
par expliquer que ça ne va pas leur prendre leur emploi, mais que ça va les aider à faire mieux et à aller même au-delà de ce qu'ils faisaient avant. Impliquer les agents dès le début dans les projets d'IA pour leur donner un rôle actif, y compris en les réunissant en amont, en faisant des séances virtuelles storming. Mais qu'est-ce que vous attendez d'une intelligence artificielle? Pour vous, qu'est-ce que c'est? Et où est-ce qu'elle va nous mener? Voilà le cadre que nous souhaitons donner. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vraiment les accompagner. Donc, vous savez, quand la photocopieuse est arrivée, certains criaient à la fin de travail administratif. Pourtant, vous êtes tous encore là, on est tous encore là, et on utilise PowerPoint pour nos réunions. Voilà. Ah oui, les agents IA pour les administrations territoriales. Les agents, c'est un truc terrible. Les agents, je n'ai pas parlé d'agents de la fonction publique, je parle d'agents d'intelligence artificielle. Donc, c'est un truc terrible parce que c'est ce qu'on appelle les IA sur étagère. Autrement dit, c'est des IA qui sont configurés d'avance pour traiter tel ou tel problème. Enfin, il vaut mieux quand même les adapter un peu à chaque communauté ou à chaque communauté d'agglomération, parce que c'est quand même très spécifique. Mais les IA sur étagère, ça veut dire... Les directeurs généraux risquent de se dire, finalement, c'est facile, j'ai pas besoin d'accompagner mes agents, j'ai pas besoin de les former, il leur suffira d'appuyer sur un bouton. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que déjà, il faut qu'ils apprennent à s'en servir, il faut qu'ils apprennent à l'accepter, qu'ils gardent pas dans un tiroir le crayon et la gomme en se disant, de toute façon, je vais faire mieux que l'IA. Donc, il faut qu'ils apprennent à travailler avec et que ce soit un compagnon. C'est toujours ça l'idée, c'est que l'IA va devenir un compagnon. Ce n'est pas elle qui va prendre le leadership, c'est un compagnon. Donc vous avez pour la gestion administrative et financière, je vous ai mis quelques exemples, le traitement des courriers entrants, le classement automatique des courriers ou des mails, donc je vous ai mis quelques exemples de produits. L'automatisation rentable, c'est un agent apprenant aussi. Et l'OCR, c'est-à-dire que vous allez scanner ou photographier un document, l'IA va automatiquement, mais ça on connaît tous, l'OCR, en faire un texte, mais un texte qu'elle va comprendre. Elle va vous faire des suggestions. Elle va vous permettre, par exemple, un artisan qui va être sur un chantier, et là on n'est plus dans la fonction publique, mais un artisan qui va être sur un chantier, qui a besoin de faire un devis, il va avoir un client. Et il va dire, bon voilà, il va noter, j'ai besoin de tant de poudre, tant de sacs de ciment, tant de béton, tant de ceci, de cela. Il me note sur un papier, il le photographie. Il envoie à son IA, l'IA lui propose immédiatement un devis. L'artisan valide le devis, ça existe. Ça existe. L'artisan valide le devis, appuie sur un bouton, il y a un mail qui part automatiquement au client, il a gagné 3 heures dans sa journée. Donc, ensuite, contrôle budgétaire prédictif. C'est un agent utilitariste prédictif qui prédit les dépenses et alerte des dérives, mais par anticipation. Il y a un prototype CNFPT de crédit budget, d'ailleurs. Vous pourrez peut-être en parler ensemble. La relation citoyenne. Le chatbot citoyen, on en a parlé, agent conversationnel hybride qui répond aux demandes des citoyens. Le traitement des formulaires en ligne, vérification automatique des demandes en ligne, analyse de satisfaction citoyenne, ça c'est plus pour les élus. Agent apprenant, analyse de sentiments, analyse des retours citoyens ou des réseaux sociaux. Donc vous allez brancher votre IA sur les réseaux sociaux et vous allez savoir ce que les administrés pensent de vous. Services techniques et urbanisme. Maintenance prédictive des équipements publics. Donc ce sont des agents IA à objectif. Prévision des pannes sur des équipements, par exemple. Ça peut être l'eau, ça peut être le chauffage, ça peut être tout ce qui concerne les équipements publics. L'analyse d'images avec la vidéosurveillance. On parle très élégamment de vidéoprotection, mais en fait, il s'agit de vidéosurveillance, il ne faut pas l'oublier. Ce sont des agents réactifs avec une vision IA. Et alors, dans le cadre de l'IA Act, il y a vraiment, c'est extrêmement encadré, il y a des autorisations préfectorales pour filmer. Ça nécessite tout un cadre qui permet de détecter des incivilités, des anomalies visuelles et
et les images doivent être conservées un certain temps. On ne peut pas interpeller les gens parce qu'ils ont été filmés dans la rue. Sinon, vous ne pouvez plus aller où vous voulez, ou plus avoir les rendez-vous où vous voulez. Et puis vous êtes surveillé partout comme en Chine. Donc, assistance à l'instruction des permis, dossier d'urbanisme, permis de construire, etc. Environnement et logistique, prédiction des risques environnementaux, anticipation des crues, anticipation des feux de forêt par exemple, planification intelligente des tournées, optimisation des circuits de collecte, support stratégique, simulation territoriale, évaluation d'impact des projets publics, copilote décisionnel, assistance à la prise de décision. D'une façon générale, on en a parlé tout à l'heure avec l'IA générative. Voilà. Super. Alors, c'est lié, de toute façon, puisque là, on voit les champs d'application qui sont multiples et ça va aller en crescendo, j'imagine, bien sûr. Mais en effet, il faut se former, il faut que ça suive en quelque sorte, puisqu'on peut avoir des super IA partout. Derrière, il faut que les gens soient formés, d'une part, et puis aussi, vous le soulignez déjà tout à l'heure, disposés aussi psychologiquement à l'utiliser, puis à aller vers et à rentrer dedans. Donc ça suppose des enjeux de formation, d'accompagnement. C'est à vous, là-dessus, sur ce point. Sur la question de l'accompagnement ? Oui, sur la question de... disons, est-ce que les métiers... ça suppose une évolution des métiers, donc évidemment, il faut de la formation, il faut de l'accompagnement pour faire passer les compétences. Donc, la crainte qu'il peut y avoir, c'est que des métiers disparaissent. Alors, peut-être que finalement, les métiers vont surtout évoluer, quoi. Oui, ils ne vont pas disparaître. L'agent d'accueil ne sera plus tout à fait un agent d'accueil. Ce sera un agent qui va permettre de trier en raison, au lieu d'être humain. Les collectivités vont s'emparer de l'IA, mais vraiment à des rythmes variables, et en fonction de leur taille et de leurs moyens, et aussi de leur structure numérique. Donc, ça va être surtout des solutions simples, alors prêtes à l'emploi ou pas, un assistant conversationnel pour désengorger l'accueil, une IA générative pour rédiger des comptes rendus, on en a déjà parlé, tout ça, un système d'information pour analyser les données du territoire. Et ce qui fonctionne bien, aussi bien vis-à-vis des administrés que des agents, ce sont les usages qui sont concrets et qui ont des résultats prévisibles. Donc c'est prévisible, c'est concret, on peut montrer, on peut expliquer ce que fait l'IA, on peut expliquer ce que fait l'agent, on l'explique à l'agent. Vous disiez il va y avoir plus de place pour l'écoute, pour les conseils. Oui. Vous parliez de quelqu'un qui peut avoir des problèmes de logement, on va l'accompagner sur ce genre de choses et tout, sur la médiation, la relation citoyenne, la proximité humaine, autant de choses qui ne pourront pas être remplacées par l'IA, évidemment, par définition, espérons-le. Alors, ça veut dire aussi peut-être des évolutions de métiers, voire même des nouveaux métiers aussi, dans les collectivités. Tout à fait, vous avez des gestionnaires de données qui vont apparaître. Vous avez aussi des référents éthiques, ça, ils sont en train d'être formés. Alors, c'est un peu chaotique, on ne sait pas exactement, on n'a pas toutes les références pour les former. Il y a des collectivités qui sont déjà un peu plus loin, un pas plus loin, voire plusieurs pas plus loin dans l'adoption de l'IA. Vous avez par exemple la communauté d'agglomération de la ville de Marseille. Vous avez la ville de Dijon qui a mis en place des IA citoyennes. Vous avez la ville de Nantes. Alors la ville de Nantes, c'est assez spécifique. Ils ont organisé une espèce de grand débat sur l'IA avec les citoyens. Ils ont, dans ce grand débat qui est en cours, ils ont lancé un appel à projet de citoyens, de spécialistes ou non spécialistes, mais un appel à projet qui concerne une acculturation à l'IA. Acculturation, c'est vraiment le mot magique. Il faut acculturer les gens, les gens qui travaillent avec l'IA aussi, et donc que tout le monde se parle. C'est l'essentiel. Et vous parliez tout à l'heure, vous en parliez, il y a le shadow IA, c'est-à-dire j'utilise l'IA, mais j'ose pas trop en parler. En gros, il n'y a pas un cadre, il y a
les choses n'ont pas forcément été mises en place, parce que c'est nouveau aussi, donc c'est normal. Non. Que ça, peut-être quel conseil vous donneriez aux directeurs, directrices de collectivités territoriales présents dans la salle, puisque face à ce phénomène, qu'est-ce que... Déjà, Le conseil, enfin, au-delà du constat, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller de faire d'accompagner, quoi. c'est ça. Déjà, le conseil, c'est de ne pas faire comme si ça n'existait pas. Ça, c'est vraiment la base. C'est effectivement d'accompagner à la fois les citoyens et les agents, de solliciter des formations, mais déjà en amont, de réfléchir à quelle intelligence artificielle ou système d'intelligence artificielle vous allez faire appel pour augmenter la productivité. Et la productivité, ce n'est pas un gros mot, c'est augmenter finalement le nombre de problèmes traités au lieu d'avoir parfois du retard parce qu'on n'a pas tous les agents qui sont disponibles pour pouvoir traiter des problèmes. Donc, augmenter ça. Ça permet aussi de traiter des problèmes techniques que l'humain n'aurait pas vus. Hein? D'ailleurs, dans le domaine médical, les analyses qui sont faites par l'IA de radiographie, le scanner, ont une fiabilité à 97%. Ce n'est pas forcément le cas des interprétations médicales. Donc après, ça nécessite bien évidemment une interaction avec un médecin. Mais le conseil que je vous donne, c'est déjà de prendre en compte, de faire un audit pour voir quels sont vos problèmes déjà, de quelles IA vous avez besoin et comment vous allez les faire accepter et solliciter les agents qui travaillent avec vous, pas les agents IA, les agents humains. Donc, solliciter les agents qui travaillent avec vous pour vous accompagner dans ce processus et leur demander leur avis, leur dire voilà, on envisage de faire ceci, de faire cela, vous allez être formés, vous allez être accompagnés, quelles sont vos idées. C'est une espèce de grand débat au sein du... Et ça, c'est intéressant parce que aussi, au quotidien, parce que ce que nos amis peuvent se poser dans la salle, c'est on commence par quel service? Enfin, c'est un truc, entre guillemets, de DVS, de DSI. C'est transversal. C'est transversal. C'est transversal. Vous allez, effectivement, le plus évident, ça va être la question des chatbots d'accueil. Ça, pour les petites mairies, c'est parfait. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez d'avoir l'assistance à la rédaction du courrier, vous avez avoir l'assistance à la rédaction de compte rendu, et qui permet de faire beaucoup plus vite, de moins s'embêter, de pas en oublier aussi. Donc c'est pas que la DSI. Non. Vous allez avoir la question des formations, vous allez avoir la question du recrutement, vous allez avoir les questions techniques d'identification des pannes, comme je disais tout à l'heure. Vous avez aussi la satisfaction citoyenne. C'est extrêmement transversal, parce qu'à partir du moment où on touche au processus métier, on touche à tous les métiers. Il faut des chartes internes, donc? Oui, absolument. Absolument. Vous avez des exemples peut-être de bonnes pratiques de chartes internes qui a été mise en place peut-être, et en quoi elle est après goût intéressante, exemplaire, duplicable aussi peut-être, voilà, d'autres collectivités. Voilà, ça c'est Marseille. C'est la métropole. Oui. Projet de charte d'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de la région Sud. Ah oui, c'est région Sud. C'est la région Sud, d'accord. Donc c'est plus large. Hein. Principe d'utilisation de l'IA, engagement de conformité au cadre juridique. Donc il y a des précédents et vous pouvez vous... Elle est en ligne, elle est accessible? Oui, tout à fait. D'accord. Processus scientifique d'un projet d'IA au sein de la région. Au-delà du contenu, d'après vous, pourquoi elle est intéressante? Enfin, pourquoi vous avez choisi cette charte? Enfin, en quoi elle est exemplaire pour vous? En quoi elle est exemplaire? Parce qu'elle balaye tous les problèmes, en fait. Donc elle balaye à la fois le juridique et l'humain. Donc la question des arbitrages, l'expression du besoin, la qualification du besoin, le droit d'accès et de rectification, la sécurité des données, tout ça c'est essentiel. Et un mot sur le Shadow AI. Donc je vous ai dit que quand vous utilisez l'IA à titre personnel et sur tous vos abonnements, j'insiste là-dessus, ça va se retrouver au sein de la communauté, et puis les gens peuvent s'en saisir, mais pas que les gens, les pirates aussi. Et vous savez tous qu'aujourd'hui, on a une explosion des piratages, une explosion des nuisances informatiques,
des hôpitaux qui se retrouvent avec un système piraté. Et tout ça, ça porte un nom. Et je ne veux pas vous faire peur, ça s'appelle la guerre hybride. C'est-à-dire que c'est international. On essaie de déstabiliser un pays et on les déstabilise au travers de ses administrations. Donc la sécurité des données, c'est quelque chose d'essentiel. Et pour expliquer l'usage de l'IA aux citoyens, quel conseil là aussi vous donnerez? Quel conseil je donne? Eh ben déjà de les informer, de solliciter des réunions citoyennes, d'expliquer pourquoi et comment une collectivité utilise l'IA, le faire au travers de la presse, le faire au travers des newsletters, pourquoi pas de reportages télé aussi, mais communiquer, c'est vraiment ça le maître mot. Et comment on évalue les impacts de l'IA? Enfin, c'est un peu tôt peut-être. Alors, c'est un peu tôt, c'est difficile. On peut prendre une situation intérieure, un résultat. C'est ça en fait. Par exemple, sur la détection des pannes, sur la détection des fuites d'eau, on peut voir ce qui se faisait avant, quel était, par rapport à ce qui est détecté aujourd'hui, quel était le pourcentage de fuites d'eau détectées, quelle a été la rapidité d'intervention des équipes, etc. Mais il y a comment, mais il y a aussi, il faut se poser la question, c'est-à-dire l'IA, ça m'a apporté quoi? Enfin, il faut prévoir de l'intégrer dans une méthodologie, de se poser la question. Ça peut sembler évident, mais peut ne pas le faire. Tout à fait. Ouais. Et est-ce qu'on peut faire confiance à des algorithmes? Vous en aviez un peu parlé tout à l'heure sur des sujets très sensibles, comme l'attribution, par exemple, des logements sociaux ou des notes sociales. Enfin, vous voyez, tout n'est peut-être pas totalement automatisé non plus, quoi. Enfin, Non, clairement, on ne peut pas faire confiance à un algorithme pour ces choses-là. On peut demander à l'algorithme de nous aider, il faudra toujours une vérification humaine, quel que soit le cas. Et oui, voilà, on a abordé pas mal de points, me semble-t-il, mais est-ce qu'avant de passer aux questions, vous avez un message les DGS présents ce matin, genre les priorités peut-être, parce qu'il y a tellement de choses, ça peut sembler un Everest un peu... comment prioriser? On commence par comment prioriser? Voilà, vous voyez. Déjà, faites l'état de vos problèmes. Quel problème est-ce que vous avez? Donc, vous faites... Les problèmes, ils en ont plein. Non, voilà. Non, mais vous les listez. Donc, le premier gros problème, alors. Vous allez lister par ordre d'importance. On n'a plus d'argent, on avance, c'est ça? Par ordre d'importance, voilà, par ordre d'impact sur la population, par ordre d'impact sur la gestion. Et à partir de là, vous allez commencer à savoir quels sont les systèmes qui peuvent être intéressants pour vous. Ça, ce n'est qu'une première partie. Une fois que vous avez listé, vous allez consulter. Vous allez consulter des spécialistes et vous allez consulter les gens qui vont être concernés. Et la troisième chose, ça va être donc les solliciter et les accompagner. Voilà les conseils que je peux donner. Et surtout, n'ayez pas peur de l'IA. Ça va vraiment vous permettre... je suis sûr qu'ils n'ont pas peur. Voilà, d'avancer. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis un peu dans le... Oui, on peut la répondre. Reste avec nous. Bien sûr. Merci beaucoup. Mesdames Davadi, oui, il y a une question. J'ai douté qu'il y en aurait pas mal. Peut-être je vous propose qu'on prenne 2 ou 3 questions en même temps. Bonjour. Bonjour, merci Madame Ambadi pour cet éclairage. Je vais faire court, c'est plus, puisque vous avez parlé du CNFPT, que je suis directrice régionale du CNFPT. Juste inviter, vous avez parlé à juste titre des acculturations pour tous les agents. Oui, si vous ne l'avez vu, j'invite tout le monde à suivre le MOOC du CNFPT qui est accessible à tout le monde. Même ceux qui sont un peu adhérés à ces notions d'IA apprennent des choses. On en parlait avec mon voisin. C'est pour 3 séquences de 2 heures, donc il est plutôt ludique et plutôt bien fait. Et sur le CNFPT, vous avez justement signalé le rôle qui doit être le nôtre de former. On formait déjà sur les impacts métiers de l'intégration de l'IA, sur les impacts des métiers RH, sur les fonctions juridiques, sur tout ce qui est infrastructure, vous l'avez souligné, suivi d'infrastructure. Alors certes, ce printemps, ça sera à Toulouse, la région Occitanie-Prante. Il y a le procès de l'IA le 12 juin, donc je vous invite vivement à venir sur
abordé un peu cette question avec un pas de côté et on a écliné ça aussi sous la forme de webinaire qui sera donc accessible à tout le monde sur le territoire sur un certain nombre de choses. Voilà, il y a un printemps de l'IA, là pour raison donc voilà, d'accessibilité, de disponibilité de place, c'est à tous, mais je vous invite fortement à venir suivre le procès de l'IA avec un procureur, un avocat, juste pour mettre en perspective et dire aussi qu'il y a certaines collectivités qui, sur leur temps d'échange avec leurs managers, leur encadrement intermédiaire, organisent parfois des journées et nous sollicitent au monde dispositif en être, justement, pour en donner à la réflexion sur comment on déroule la stratégie, comment on définit les priorités. Voilà, le CNAPT n'est pas là pour faire la stratégie, écrire la stratégie d'une collectivité, mais pour bien accompagner et donner à voir et accompagner la montée en compétences. Voilà, donc il est juste signalé le mot qui est encore ouvert juste là. On a ouvert la possibilité de s'inscrire jusqu'au 1er juillet. Merci beaucoup. Merci de souligner cette question de la culturation est absolument essentielle, aussi bien au travers de formations que de conférences comme celle-ci. Mais en tout cas, ça doit être permanent. On est dans une période cruciale, dans une période charnière où il y a effectivement un tournant qui se joue. Est-ce qu'il y a une autre question? Il dit que oui. C'était vrai. Si, oui. Bonjour. Ah, papa. Attendez, j'emmène. Allez. Bonjour, Mal. Sommes-nous en retard vis-à-vis d'autres administrations publiques dans le monde vis-à-vis de l'intégration de ces systèmes d'intelligence artificielle? Alors, je ne pose pas la question par rapport à l'Europe, puisque vous nous avez parlé de l'IA Act, mais vis-à-vis d'autres administrations publiques dans le monde. Alors, tout dépend de quoi on parle. C'est-à-dire, est-ce qu'on va parler du respect des libertés avec l'intelligence artificielle? Et donc, effectivement, l'IA Act, qui est entré en vigueur, est quand même c'est un cas unique au monde. Ça n'existe pas ailleurs. Alors donc, nous ne sommes pas en retard là-dessus, nous sommes en avance. Mais par contre, pour la question de la systématisation de l'utilisation de l'IA, on est en retard, mais c'est un retard qui est bienvenu parce que si vous prenez par exemple l'exemple de la Chine, qui est passée tout IA, je ne vous souhaite pas d'y vivre. Donc, effectivement, il y a ça. Et par rapport aux pays nordiques, oui, on est en retard dans la question de l'acculturation, parce qu'ils y sont déjà beaucoup plus que nous. Mais ça, c'est général. Même pour les processus de management, on se reporte aux années précédentes, ils étaient toujours un peu en avance. Mais je pense qu'il y a une vraie acculturation à faire en France, aussi bien sur le plan des administrations que de la société en général. Donc effectivement, il y a un grand pas en avant à faire. Une autre question? Non? Oui. Monsieur. Bonjour. Ah, ça vous répond mal. Non? Là, ça devrait le faire, c'est bon. Oui, bonjour, Samuel Chattard, directeur du syndicat départemental d'énergie du Gard. On a eu, là, dans le cadre du projet de loi de finances, un lobby national à faire pour défendre un peu nos intérêts sur la taxe d'électricité. Et on est parti sur des démarches classiques avec des courriers qui sont partis de tous les coins de France à destination de nos parlementaires. Est-ce qu'il y a une réflexion de se dire qu'on pourrait faire ce travail de lobby pour aller alimenter donc la base de données qui va, à un moment donné, peut-être être utilisée de l'autre côté par les ministères pour aussi travailler des sujets qu'ils ne maîtrisent pas? Donc est-ce que c'est une réflexion qui commence à avoir ou pas du tout? Pas particulièrement, mais par contre, moi, ce que je peux vous parler d'un constat, c'est que quand on alimente une base de données traitée par l'IA, plus on l'alimente, ça permet d'obtenir des réponses croisées et pertinentes. Maintenant, c'est vrai je pense qu'on n'en est pas pour l'instant encore là. Oui. Attendez. Non, on vous entend de là? Non? Bon, alors attendez. Donc dans la droite ligne de ce que je viens de dire. Oui, non, mais au fond, ils n'entendent pas, donc il faut que ce soit pas. Attendez, je vais y arriver. Ouais.
Donc, dans la droite ligne de ce que vous venez de dire, David Bank, Larry Mulgo, Carnon, Véro, quelle est la maturité de l'IA à ce jour? Parce que, en tant qu'utilisateur, je me rends bien compte qu'à un moment de la requête, je vais apprendre quelque chose à l'IA. Et la question que je veux poser dans toutes les requêtes, c'est qu'elle apprend cette IA. Elle va apprendre grâce à moi les connaissances, et elle va m'apporter en retour des confirmations. Et je me pose toujours la question de savoir si j'ai en face de moi un enfant ou un adulte confirmé sur les questions que je lui pose. Vous avez parlé de chiffres, de pourcentage, de résolution de sujets, d'expertise qu'on lui soumet dans la médecine, mais dans notre discipline, dans le service public et dans le droit des collectivités territoriales, quel est son niveau de maturité actuel? Elle a la maturité qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'elle n'est ni enfant ni adulte, elle est adolescente. C'est-à-dire qu'elle apprend, et c'est ce qu'on appelle le deep learning. Donc c'est l'apprentissage profond à partir de données. Pourquoi profond? Parce que derrière, il y a les réseaux de neurones qui vont interpréter, qui vont croiser. Et donc, à partir des croisements de données, elle est capable de vous renvoyer des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Donc c'est comme ça que vous allez apprendre de l'IA, mais toujours dans les, sur les sources, parce que les IA, on s'en est aperçu. Maintenant, vous avez des IA qui sont capables de vous mentir. Et elles vous mentent pourquoi? Parce que elles veulent absolument vous répondre. Elles veulent absolument, non pas forcément avoir raison, mais vous faire plaisir. Et ça, c'est quand même un vrai problème. Donc, il faut les cadrer, les IA que vous utilisez dans l'administration. Et plus elles seront cadrées, plus les processus vont être conformes, et il faudra toujours une vérification humaine du résultat final. Et d'ailleurs, ChatGPT, pour entraîner ChatGPT, il s'était aperçu que, évidemment, ChatGPT était capable de dire tout et n'importe quoi, et y compris d'être assez vulgaire pour ce qui concerne, par exemple, les personnages publics. Et ils sont allés chercher dans le monde, c'est pas très glorieux, ils sont allés chercher des tas de petites mains dans les pays d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, et ils leur ont donné, à ces gens qui savaient parler français et l'écrire, ils leur ont donné un corpus de stop words, c'est-à-dire d'interdiction. Donc l'IA ne doit pas parler de ceci, cela, cela, cela. Et en fonction de ça, ils ont fait non pas des algorithmes de traitement, mais des algorithmes de sortie. C'est-à-dire que ce sont des algorithmes qui vont émettre, qui vont appliquer des règles à ce que l'IA va produire de façon à ce que ce soit conforme, qui a une procédure, qui a une certaine vision aussi de la moralité et de la culture. Merci. Une autre question? Oui, bonjour, merci de cette conférence très intéressante. Je me pose quand même la question par rapport à cette technologie, ces pratiques. Est-ce que on n'est pas dans un cache-sexe des pensées faibles? C'est-à-dire que dans quelle mesure ces outils permettent d'interroger les finalités de la société, de l'action publique. Je ne suis pas sûr que finalement ça remplisse l'office qu'on pourrait en attendre. De ce point de vue-là, on risque peut-être de passer à côté justement des enjeux d'une finalité de politique publique, finalité politique, finalité économique, finalité sociale, à trop passer de temps dans l'usage de ces outils. Est-ce que ce n'est pas un risque? Non, ces outils doivent être un compagnon. Bien sûr que c'est un risque. Mais ces outils doivent vous accompagner, pas vous remplacer. Et donc effectivement, il faut les cadrer. Et je dirais que quand vous avez un abonnement, l'abonnement doit être celui de la collectivité, l'IA va être abondée finalement et va être nourrie par ce qui vient de votre collectivité et sera de plus en plus pertinente. Et vous renverra finalement des analyses, vous renverra des suggestions auxquelles vous pourriez ne pas avoir pensé, et ça va devenir un compagnon d'action et d'apprentissage. Mais il ne faut surtout pas se dire qu'elle va me remplacer.
je ne parle pas d'une crainte d'être remplacé, mais je parle simplement, dans les faits, se dire finalement c'est Big Brother qui va décider. Non, c'est vous qui restez l'unique et seul décisionnaire. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Et dans les relations aux administrés, aux citoyens, il n'y a pas un risque quand même de déshumanisation dans dans des villes, des sociétés où il y a quand même de plus en plus de gens qui vivent seuls et tout. Enfin, Oui, bien sûr. Il y a un risque de déshumanisation en première intention d'utilisation de l'IA. C'est-à-dire que quand l'IA est utilisée pour le premier contact, quand les gens se limitent au premier contact et par exemple ne se déplacent pas au guichet, oui, il y a un problème. Et d'autre part, effectivement, en cas de problème complexe, normalement l'IA renvoie vers un humain. Donc là, il n'y a pas de déshumanisation. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qui peuvent être découragés par le fait d'avoir toujours affaire à une machine. Et finalement, ça crée une forme d'isolement au lieu de chercher... à force de chercher l'efficacité, on peut créer l'isolement. Ça, c'est réel. C'est pour ça que derrière, il faut vraiment forcer et insister sur la question du traitement humain en seconde intention, et puis aussi faire des réunions publiques, informer et demander aux gens de se déplacer lors des réunions publiques pour pouvoir finalement perpétuer ce lien social. Et vous parliez aussi de limiter les tâches répétitives. On voit que ça permettait de limiter, voire d'annuler les tâches répétitives ou de faire moins, voire plus du tout de tâches à faible valeur ajoutée, comme on dit. Mais c'est sympa aussi parfois les tâches répétitives quand on ne peut pas faire toujours des sprints à haute intensité, quoi, quelque part. Non, on ne peut pas réserver, parce qu'on a des cadres face à nous, on ne peut pas passer sa journée à faire des trucs super complexes. C'est vrai. Enfin, moi, je le vois dans mes journées. Il y a des journées, je suppose que vous êtes tous pareils. Quand on a une baisse de régime, on s'adapte. Et puis, on fait les trucs un peu plus routiniers qui pourraient peut-être être automatisables. Mais à un moment, c'est bien de le faire soi-même aussi, quoi. Ça. Je sais pas, c'est Mais à ce moment-là... La question, ça va être peut-être de reprendre les résultats de sortie de l'IA et puis j'espère ça va utiliser de tri, de recherche avant d'aller plus loin. Et il faut changer le processus. Il faut finalement prendre de nouvelles habitudes. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions avant de... Oui, alors, au fond, vous faites faire du sport. Je reviens. C'était vous, tout le temps, parce que la lumière, j'étais pas sûr. J'arrive. Oui, vous avez parlé du chat tout à l'heure. Oui. Et qu'est-ce que vous conseilleriez à nos collectivités qui n'utilisent pas cet outil aujourd'hui et est-ce qu'il y a une différence en fin de compte entre le chat et ChatGPT par exemple? Donc, première question. Et puis, deuxièmement, par rapport au coût que ça représente, est-ce que ce coût est significatif ou pas? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle significatif, mais ça va pas être aussi onéreux, par exemple, que par le passé, quand on installait pour une collectivité un système de gestion électronique de documents. Ça se mesurait en centaines de milliers d'euros, mais plus maintenant. Donc, alors la différence entre le chat et ChatGPT, c'est que ChatGPT a l'avantage de l'antériorité. Donc ChatGPT a été conçu avant le chat, si bien qu'il va plus loin. Il va plus loin, il propose des traitements qui sont également, par exemple, des productions d'images, qui sont aussi... il peut vous aider aussi à créer du code informatique. Il peut faire des tas de choses, ChatGPT, des choses qu'elle ne fait pas encore le chat. Maintenant, ces outils sont alimentés à base de corpus. Et les corpus, qu'est-ce que c'est?
ce sont non seulement des textes écrits, mais ce sont aussi vos questions. C'est ce que vous allez mettre dedans. Et le chat, plus il y aura d'utilisateurs, mieux il fonctionnera. Mais il fonctionne déjà très bien, il est très rapide. Il a un avantage, ce chat, c'est qu'il est dans un respect complet de l'IA Act et un respect complet des utilisateurs, de leurs données personnelles et de leur liberté. Ce qui n'est pas le cas de ChatGPT qui va tout mettre dans le pot commun, et ça ne va pas être autorisé longtemps. Il y a des tas de discussions en ce moment, et ils sont aussi sur des discussions de droits d'auteur, parce qu'ils ont littéralement pillé, y compris les offres modernes, et pas uniquement celles qui sont dans le domaine public. Donc il y a des discussions de fond sur comment est-ce qu'on va fabriquer du deep learning, comment est-ce qu'on va fabriquer de l'intelligence artificielle si on n'a pas de données. Mais moi, je vous invite vraiment à l'alimenter. Et puis vous vous renseignez pour une collectivité. Tout dépend de la taille de la collectivité. Mais je ne pense pas que ce soit très onéreux. Et vous pouvez aussi créer des instances spécifiques du chat, si vous avez des informaticiens avec vous, qui vont vous permettre d'adapter le chat à votre collectivité. Oui. Oui, bonjour. Donc, Philippe Saint-Martin, je suis de DGS de la ville de Venelle. J'interviens sur la deuxième table ronde cet après-midi. Je fais un peu de teasing. Sur les usages, je rebondis sur la question qui a été posée là, par rapport au chat. Donc, à titre personnel, moi, j'ai une licence, le chat pro, que j'ai pris à la mairie. Donc, c'est, si je ne dis pas de bêtises, une licence unique. C'est 17,99 € par mois. Je pense que la majorité des collectivités locales peuvent s'offrir ce service. En termes d'efficacité du chat par rapport à d'autres GPTs, comme ChatGPT, on peut aussi parler des autres, hein, GLI, DeepSeek. Moi, je fais, quand j'ai le temps, je fais souvent les mêmes prompts sur plusieurs IA génératives pour voir ce que ça donne. Je dirais que pour les usages bureautiques courants, on en parlera cet après-midi, hein, mais la rédaction de courrier, la synthèse de documents, le chat couvre 95% des besoins courants et qu'on est vraiment sur des différences minimes avec ChatGPT. Après, l'honnêteté, j'ai mis un mouchoir sur mon patriotisme numérique. L'honnêteté oblige à dire que, effectivement, parce que c'est un modèle de langage qui est plus ancien et est entraîné sur beaucoup plus de données, il est plus performant dès qu'on va un peu plus sur la technicité. Mais voilà, le chat, ça fait quand même très bien son office. Et ces derniers jours, bon, il y a certains qui d'autres me suivent sur LinkedIn, ils ont mis en place des nouvelles fonctionnalités. Une fonctionnalité de bibliothèque, une fonctionnalité de connexion, qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez demander au chat, si vous le souhaitez, vous pouvez le coupler avec votre boîte Gmail et votre agenda Gmail, et lui demander d'aller fouiller dans votre boîte mail pour savoir si vous avez reçu un mail de monsieur ou madame machin, voilà, et de lui préparer éventuellement une réponse qu'il va vous enregistrer en brouillon, qui vous attendra sagement dans votre boîte de réception. Ça, c'est des fonctionnalités que des prestataires privés peuvent vous offrir pour plusieurs milliers d'euros. Et là, dans votre licence, le chat à 17,99 € par mois, vous avez la fonctionnalité. Ouais, je n'ai pas d'action. Hein. Quand je travaille dans le secrétaire d'État, je ne mets pas de part dans le chat. Vous savez que c'est interdit pour un fonctionnaire de toute façon. Mais voilà, on en parlera plus à l'heure, peut-être cet après-midi. Voilà. Merci, oui, mais c'est réel. Hein. Le chat est très performant sur les questions de langage. Il apprend de ce que vous lui donnez aussi. Et surtout, il respecte vos données. Donc, vous pouvez entrer les données que vous voulez, elles ne seront pas divulguées. Par contre, il y a une option dans le chat pro, qui dit est-ce que vous acceptez que vos données soient utilisées de façon anonymisée pour permettre à l'algorithme de progresser, ou est-ce que vous l'interdisez? Donc moi j'ai cliqué sur j'interdis. Si vous souhaitez que vos données soient absolument préservées, vous cochez cette case. Et là, vous pouvez l'utiliser en toute sécurité. Une
toute dernière question. Après, on va aller à l'espace partenaire. Une toute dernière question et une réponse pas trop longue. Ben, allez-y. Ouais. Bonjour, Jérôme Kyodo, directeur général des services comme d'agglomération Vonne côté sud de Bol. Et j'ai une question un peu schizophrène. C'est-à-dire que j'ai bien compris que l'IA, on va être aussi passé. Par contre, une recherche Google, c'est 10 fois moins consommateur d'énergie qu'une recherche ChatGPT. D'ici 2 ans, l'IA va consommer l'ensemble de notre énergie. Donc, comment concilier l'utilisation de l'IA et la protection de notre planète? Ouais, c'est la contradiction qu'il y a entre les thématiques, les 2 tables rondes de cet après-midi. C'est transition énergétique et puis d'un autre côté d'IA. C'est un vrai problème. C'est un authentique problème, surtout quand on avance dans les usages de l'IA sur la génération automatique d'images. C'est extrêmement vorace en données, c'est extrêmement vorace en électricité. Il y a des centres de données qui vont être installés en France qui vont consommer la production d'une centrale nucléaire. C'est gigantesque, absolument gigantesque. Donc il y a des vraies questions à se poser, c'est ça. Votre schizophrénie est bienvenue sur cette question-là. Parfait. Mais merci beaucoup, Marianne. On peut l'applaudir et la féliciter. Ça va, vous n'avez pas trop souffert parce qu'elle a fait toute cette intervention avec une côte cassée en plus. Donc c'est la pauvre. Et ça va? Ça s'est bien passé? Oui, merci. Merci, c'est pour ça que je suis restée debout en fait. Je suis quand même à côté. Ouais. Donc elle me boudait pas. Hein. C'était. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre activité aussi. Merci. Merci. Donc, avant d'aller à...